Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Clémence, merci de me recevoir sur cette radio. Radio où vous êtes tous les jours, mais nous sommes toujours très heureux de vous y retrouver. Valentin Schirmer, vous êtes également, en plus d'être collègue ici à Ligne Droite, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Alors, quoi de neuf à l'Étudiant Libre ? Eh bien, le nouveau numéro sur le politiquement correct, avec d'ailleurs une très belle discussion avec Jean-Baptiste Noé, est disponible. Il faut simplement nous contacter sur notre site internet ou sur Instagram. Et puis, on prépare un dernier numéro avant la fin de l'année sur la famille pour les fêtes de Noël. Ah bah très bien. Eh bien, tout de suite, on se tourne tous les deux vers notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Alors vous êtes docteur en histoire économique, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et à l'Institut Albert Legrand et rédacteur en chef de la revue Conflit que je pense nos auditeurs connaissent bien et ont raison de suivre et de lire. Et aujourd'hui, vous nous présentez ce livre, Le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023, publié aux éditions L'Artilleur en partenariat avec la revue Conflit évidemment. D'ailleurs, vous avez travaillé, vous le dites dans notre introduction, vous avez travaillé avec les cartes de conflit et puis vos collaborateurs de conflit. C'est ça, il y a une quarantaine de cartes dans l'ouvrage pour accompagner la démonstration. Alors voilà, et la démonstration, parce que ce livre est très riche, vous abordez à peu près, vous faites un grand panorama de l'actualité géopolitique. On va revenir sur ce terme dans quelques instants. Mais la démonstration, finalement, c'est qu'on arrive à la fin justement, contrairement à ce qu'on a pu croire à la fin de l'histoire et donc le début de l'hégémonie d'une seule valeur démocratique libérale occidentale, qu'on peut appeler universalisme, finalement cet universalisme aujourd'hui est en train de mourir et on voit renaître petit à petit toute une forme de c'est la naissance de la multipolarité et de différentes cultures de différents pays. Exactement, c'est la thèse que je soutiens et je pense que c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, ce déclin d'un monde. Tout à fait. Je voudrais le dire, pardon, je vous coupe immédiatement pour que ce soit très clair pour nos auditeurs. Quand on lit Le déclin d'un monde en titre, on se dit, oh là là, encore un livre un peu dur à lire, un petit peu annonciateur de mauvaises nouvelles. Et finalement, au travers de vos pages, on le voit, la fin de l'universalisme est plutôt une bonne nouvelle. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que ça a conduit à de nombreuses guerres. Parce qu'au nom de l'universalisme, on a colonisé, on a voulu exporter la démocratie. C'est notamment la guerre en Ukraine, c'est l'intervention ratée en Afghanistan ou en Libye. Et puis, c'est la confusion entre nous et les autres. Le problème de l'universalisme, c'est qu'on est incapable de penser les autres et on est incapable de comprendre que les autres peuples, les autres populations ont une histoire, une culture qui leur est propre et qui leur est particulière. Et on a été dans une très grande confusion. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cet universalisme, d'abord, n'a jamais fonctionné, mais là, c'est manifeste, qu'il y a l'émergence de pays qui ont leur propre culture, leur propre définition, je pense notamment à la Chine, et puis la résurgence également de cultures particulières, c'est ce que j'ai appelé le néopaganisme ou l'indigénisme, qui est très manifeste en Amérique latine et en Afrique, qui n'est pas d'ailleurs sans nous poser des problèmes de sécurité chez nous en France et en Europe. Bon, on va reparler évidemment avec ces questions de migration, donc la migration africaine arrivant, évidemment ils arrivent avec leur culture et cette renaissance du paganisme ou même du vaudou, vous le dites dans l'un de vos chapitres. Mais on va revenir quand même sur la fin de l'universalisme que vous annoncez comme une bonne nouvelle. Vous le dites, cet universalisme finalement empêche toute entente, toute conciliation qui est d'habitude basée sur une forme de rapport de force plus honnête, on va dire. Et là, on ne peut s'empêcher de penser, vous l'avez cité d'ailleurs en exemple à l'oral, à ce qui se passe en ce moment sur la scène ukrainienne. Exactement. Quand on est dans l'idéalisme, il n'y a pas de conciliation possible. Il n'y a pas de négociation puisqu'on est dans le domaine des valeurs. Or, on ne négocie pas les valeurs, c'est par principe. Et c'est tout le problème de ces guerres qui sont des guerres universalistes ou des guerres de valeurs, c'est que l'autre, celui auquel on s'oppose, est complètement diabolisé et il est vu comme le mal absolu. Or, c'est impossible de négocier avec lui. Et tout l'enjeu de la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est de retirer cette idéologie de la guerre en Ukraine en disant les Russes, ce n'est pas le mal absolu, les Ukrainiens non plus, et on doit pouvoir les trouver... Ukrainiens ne sont pas le bien absolu, dans le sens absolu. Voilà, et donc on doit pouvoir trouver un terrain de négociation, un terrain d'entente, sinon la guerre est sans fin.
les guerres autour de l'universalisme n'ont jamais de fin. Vous avez des phases où ça s'éteint un petit peu, où ça s'endort un petit peu, puis des phases où ça repart, mais elles sont infinies. Et c'est tout le problème de la guerre en Ukraine qui n'a pas commencé en février 2022, qui a commencé au moins depuis 2014. Et si on veut y mettre un terme, et c'est absolument nécessaire pour le bien de l'Europe et pour la stabilité européenne d'y trouver une fin, mais pour ça, il faut quitter le domaine universaliste pour être prêt à négocier ce qui peut être négocié. Le domaine universaliste que vous appelez aussi sentimentalisme, finalement, quitter le sentimentalisme pour revenir au réalisme. C'est ça. Alors la guerre en Ukraine est un très bel exemple de sentimentalisme où toute réflexion, toute logique a disparu et on a été uniquement sur le terrain des émotions. Alors certes, ça s'y prête, Bien parce sûr. qu'évidemment des enfants bombardés, des villes détruites, ça touche évidemment. Mais Et puis on a les images, le et puis règne on a de les l'image. images, tout à fait, et des images qui sont parfois justes, parfois truquées. Mm. Mais quand on est un diplomate, quand on est un militaire, quand on est un responsable politique, on ne doit pas être dans ce domaine du sentimentalisme, sinon on se fourvoie, et c'est tout le problème de la France et de l'Europe depuis le mois de février, d'avoir pris une mauvaise voie sur la question ukrainienne. On va reparler, je pense, de ce sujet. Je donne la parole à Valentin Chaput. Et donc face à ce sentimentalisme, vous appelez à un retour de l'école des relations internationales qui est la vôtre, qui est donc le réalisme, et vous fondez beaucoup votre analyse sur ce terme de géopolitique. Alors c'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui, parfois à mauvais escient, donc est-ce que vous pouvez, pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, rappeler la définition concrète de la géopolitique ? Oui, alors d'abord, il y a une vraie école française de géopolitique qui a débuté à la fin du 19e siècle et dont nous sommes les continuateurs ou les héritiers. Ce terme a longtemps été interdit à l'université, il a été banni. Ah oui, c'est ce que j'ai découvert en vous lisant. Exactement, C'est incroyable. en 1950. Oui, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et alors, pour des raisons qu'on connaît sur d'autres sujets, les nazis avaient utilisé la géopolitique, donc la géopolitique c'est nazi, donc on l'interdit. Bon, c'est complètement fallacieux, d'autant que le fondateur de la géopolitique allemande, son épouse était juive et est morte à Dachau, et son fils a participé à un complot contre Hitler. Donc c'est pas vraiment un profil de nazi, mais c'est pas grave, il a quand même été interdit. Et c'est revenu un petit peu dans les années 1980, et surtout avec les attentats du 11 septembre 2001, où là, ça a fait voler un peu les cadres. Et donc, aujourd'hui, le terme est revenu, ce dont je me réjouis, mais on l'emploie trop, on l'emploie beaucoup trop, et donc ça devient un petit peu le café du commerce de l'intellectualisme, si je puis dire. Et donc, un des objectifs de l'ouvrage, c'est aussi de repréciser le sens de ce terme, de montrer que c'est une discipline, donc il y a une méthode. Et c'est ce que j'essaye de définir en me fondant aussi sur les auteurs qui m'ont précédé. Et que si on n'utilise pas cette méthode, le risque, c'est de tomber dans le commentaire un peu superficiel. Et cette méthode, quelle est-elle ? D'abord, c'est l'analyse à plusieurs échelles. Dans géopolitique, il y a le terme géographie. Donc la géographie est fondamentale, et avoir une analyse multiscalaire sur tous les sujets. Tout à l'heure, vous parliez des questions migratoires. La question migratoire est fondamentale et on ne la comprend pas si on ne l'étudie pas à plusieurs échelles. Le deuxième sujet, c'est de croiser les disciplines. Donc, il y a de la diplomatie et des relations internationales, mais il faut aussi de l'histoire, il faut aussi de l'économie, il faut aussi de la criminologie. Et, chose importante, la question des symboles, la question de l'art et de la culture qui sont aussi majeures. Et puis, le troisième sujet, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire de comprendre comment l'autre voit le monde, comment l'autre voit un événement. Alors, c'est compliqué de se mettre à la place de l'autre. Et c'est compliqué, une fois qu'on s'y met à sa place, de ne pas adopter sa propre position. Donc il faut à la fois se mettre à sa place tout en gardant une distance critique, ce qui est difficile. Et ce qui est l'inverse de l'universalisme. Justement. Exactement, parce que l'universalisme refuse de se mettre à la place de l'autre, et en plus il refuse d'avoir une distance critique. Et une fois qu'on a ces trois éléments, différence d'échelle, croiser les disciplines et se mettre à la place de l'autre tout en gardant un aspect critique, on est capable d'avoir une analyse qui soit à peu près fondée. Et alors à partir de cette école et de ce qu'on va appeler vraiment la discipline réaliste de la géopolitique aujourd'hui, et donc de votre travail ici à travers ce livre et puis dans la revue Conflit, quelles sont à votre avis les grandes erreurs d'analyse ? On a un peu commencé avec l'Ukraine, les grandes erreurs d'analyse aujourd'hui occidentale, on va dire européenne, sur la scène internationale. À quel moment notre mauvaise grille de lecture nous a fait surinterpréter, mésinterpréter des pans de la scène internationale. Je pense que la pire erreur qu'on ait commise, c'est de penser qu'en Europe, nous sommes en paix depuis 1945. Et ça, c'est un élément qu'on entend tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une carte où on montre les conflits qu'il y a eu en Europe depuis 1945. Et ils sont nombreux.
D'abord, il y a la guerre en Yougoslavie, dans les 1990. C'est quand même l'Europe, les Balkans. La guerre en Ukraine, d'Ukraine, Donbass, qui dure depuis au moins les années 2010. Il y a eu la guerre politique avec les mouvements d'extrême gauche dans les années 1970. Brigade Rouge Internationale, Fraction Armée Rouge. Il y a eu la guerre en Irlande, qui est une vraie guerre, où d'ailleurs l'Angleterre a fait usage de l'armée pour la rétablir. Il y a des multiples attentats, les Basques par exemple, les Corses aussi. Donc l'Europe, sur son sol même, je ne parle même pas des opérations extérieures françaises en Afrique ou ailleurs, mais sur son sol même, est l'objet de guerres. Alors là, je parle des guerres militaires, mais il y a la guerre économique, il y a la guerre culturelle, il y a la guerre de subversion. Et ces guerres sont réelles et on a refusé de les voir parce qu'on vivait dans le mythe de la paix, en disant l'Union européenne a apporté la paix et donc on est une sorte de bulle où nous ne sommes pas touchés par les guerres. Et une des vertus de la guerre en Ukraine, il y en a malgré tout, c'est d'avoir fait éclater cette bulle. Et là, on s'est rendu compte que la guerre existait, qu'elle était réelle et qu'elle est multiple. Et cette erreur de penser que l'Europe était en paix est à l'origine de toutes les autres erreurs, alors notamment le fait d'avoir démilitarisé l'Europe. Il n'y a plus que la France qui a une armée à peu près digne de ce nom. Le fait de s'être pieds et poings liés sur les questions énergétiques. Enfin, après, on peut évidemment multiplier les exemples. Mais l'erreur fondamentale, elle est là. C'est d'avoir pensé que nous étions en paix et que les autres ne voulaient pas la guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est cru en paix. Oui, très intéressant. Et donc, l'un des propos de votre livre, donc, c'est certes de pointer toutes ces faiblesses de l'Occident, mais vous montrez aussi à quel point cet Occident est concurrencé par d'autres puissances, et en premier lieu la Chine, et vous consacrez une très grande partie à la Chine, où pareil, vous déconstruisez un certain nombre de mythes, parmi lesquels notamment le fait qu'elle aurait rompu avec le communisme, ce que vous montrez qui est complètement faux. Oui, alors ça, c'est aussi une idée qu'on entend en disant la Chine, c'est une puissance capitaliste, un peu autoritaire, mais il n'y a plus de communisme. Alors, c'est pas vrai. Ça a été mis un peu en sourdine à l'époque de Xi Jinping, qui avait un petit peu retiré la partie idéologique, mais Xi Jinping l'a réinjecté très vivement. Xi Jinping, dans plusieurs de ses discours, a dit qu'il avait deux modèles, c'était Joseph Staline et Mao. On fait difficilement mieux en termes de modèle communiste. Et quand on voit ce que ça a donné à la fois en Union soviétique et en Chine, c'est un peu inquiétant. On l'a vu lors du dernier congrès où il s'est fait réélire pour 5 ans, alors que normalement son mandat aurait dû être limité à 2 mandats, donc à 10 ans. Il y a des purges régulières qui sont nécessaires. Un régime communiste a besoin de purger parce qu'il faut désigner un ennemi de l'intérieur et donc il faut l'éliminer. Et puis, il y a la suppression des libertés internes. Alors, Hong Kong, par exemple, qui a été reprise d'une main de fer par le régime chinois communiste, sans d'ailleurs aucune réaction de l'Occident. Les Chinois ont très bien agi parce qu'ils ont fait ça au moment où il y avait les émeutes au Capitole à Washington. Donc pendant que toute l'Europe était en émoi devant l'idée de sauver la démocratie aux États-Unis, qui n'était pas particulièrement menacée, eh bien au même moment, les Chinois ont terminé leur annexion de Hong Kong. Et c'était très très bien joué de la part de Xi Jinping et personne n'a rien dit. Sans oublier la question tibétaine ou la question ouïghour, etc. On l'a vu aussi dans le traitement de la crise du Covid, puisque les Chinois ont menti et qu'ils n'ont respecté aucune des normes internationales. Normalement, quand vous avez une épidémie qui apparaît, ce qui peut arriver, vous devez la signaler à l'OMS. Oui. Notamment pour qu'on prenne les mesures adéquates. Le seul pays qu'il a mentionné, c'est Taïwan, qui s'est fait immédiatement réprimer par la Chine. Et la Chine n'a cessé de mentir, et encore aujourd'hui, elle refuse des enquêtes indépendantes. Cette épidémie, la cause, c'est le mensonge chinois. Et avec un rôle de complice assez étrange d'ailleurs de l'OMS. Oui, de l'OMS, puisque le président de l'OMS de l'époque était un Éthiopien qui était membre du Parti communiste éthiopien, financé par la Chine. Donc c'est un soft power, comme on dit en géopolitique, fort utile. Et d'ailleurs, il serait intéressant d'enquêter pour savoir s'il n'y avait pas un conflit d'intérêts. Ça serait une enquête intéressante et nécessaire. Pertinente. Donc on le voit, cette présence chinoise est de plus en plus forte. Et puis l'autre mythe, c'est aussi de penser que les Chinois ne se développent jamais de manière militaire ou jamais de manière, on va dire, directe. C'est pas vrai là aussi, la Chine mène des guerres, et la Chine a envahi le Tibet dans les années 1950 et il y a une opération de sinisation du Tibet qui est violente. Il y a des affrontements réguliers autour de la frontière indienne avec à chaque fois une dizaine de morts. Alors on me dirait à l'échelle de l'Inde et de la Chine c'est pas grand chose, mais enfin malgré tout il y a à chaque fois 10 ou 15 morts. Et puis la présence en Eurasie ou en Afrique qui est tout à fait agressive sur la manière d'acheter des ports, sur la façon d'imposer les routes de la soie. Donc on n'est pas du tout
en face d'un pays pacifiste. Et d'ailleurs, s'ils étaient pacifistes, ils ne seraient pas en train d'accroître très fortement et leur armée de terre et leur marine. Alors, je voudrais revenir sur deux paradoxes très intéressants que vous relevez dans votre livre. Celui de l'universalisme qui, finalement, sous ses airs sirupeux, provoque des guerres. Vous avez commencé à l'expliquer. Et en Yougoslavie, on a cet exemple, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et pourquoi il provoque des guerres? Souvent parce qu'en fait, l'universalisme veut apporter ses valeurs avec la modernité. Elle dit, on vous apporte modernité et valeurs occidentales. Et finalement, ces pays-là refusent les valeurs occidentales et acceptent en revanche la modernité, enfin veulent prendre la modernité sans les valeurs occidentales. Et cette nouvelle dichotomie entre valeurs et modernité, valeurs occidentales et modernité, elle est de plus en plus aujourd'hui visible. Vous avez cité la Chine, il y a la Russie, et finalement avec la guerre en Ukraine, on voit même cet éclatement avec notamment de nouveaux pays qui rejoignent les BRICS, certains pays qui refusent à l'ONU de voter des sanctions contre la Russie, je crois que c'est 82%, vous devez mieux le savoir que moi. Donc finalement, on voit ces pays non alignés, on va dire, à l'Occident, de plus en plus présents. De plus en plus présents et de plus en plus revendicateurs. Tout à fait. Là aussi, une erreur, c'est d'avoir présenté l'affrontement États-Unis et Russie comme une nouvelle guerre froide. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'à l'époque de la guerre froide, le monde était divisé en deux. Il y avait le camp occidental et le camp soviétique. Or, dans le vote des sanctions à l'ONU, seuls les pays occidentaux ont voté des sanctions contre la Russie, c'est-à-dire Europe, Amérique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. L'Amérique latine a condamné l'invasion de l'Ukraine, mais n'a pas voté de sanctions. Pareil pour la quasi-totalité des pays africains. Si on avait été à l'époque de la guerre froide, les pays d'Afrique auraient voté des sanctions et les pays d'Amérique latine alignés sur les États-Unis les auraient votés aussi. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, ils ont dit oui, on condamne parce qu'il y a une violation de frontières et donc on n'est pas favorable à ce genre de choses, mais on condamne sans rien faire, ce qui en fait n'apporte rien. Ça ne mange pas de pain de condamner si derrière on ne sanctionne pas. Et donc l'Occident s'est retrouvé tout seul et nu face à ce refus d'États qu'ils considéraient comme leurs alliés traditionnels dans leur refus de sanctionner la Russie. Et d'ailleurs, on le voit au Brésil, où Lula da Silva est l'icône de la gauche européenne, et il y a eu une campagne très manifeste en sa faveur, et il a jeté un premier froid sitôt élu en disant que lui soutenait la Russie et qui n'était pas du tout favorable à l'Ukraine. Ah oui. Alors là, il n'est pas le candidat idéal qu'on croyait tous. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis, on ne parle plus du tout du Brésil. C'est-à-dire qu'on nous a repu de Lula avant l'élection, et puis dès qu'il a dit ça, il a complètement disparu du champ médiatique. Effectivement, Lula est beaucoup plus proche de la ligne russe que de la ligne ukrainienne. Et ça, c'était ce qu'il ne fallait pas dire pour l'idéalisme européen. L'autre aspect sur l'idéalisme, et alors ça on l'a vu de façon dramatique avec la guerre en Syrie, c'est que si vous mettez comme préalable à la guerre en Syrie, à la fin de la guerre en Syrie, le départ de Bachar el-Assad, en disant on ne négociera pas tant que Assad n'est pas parti. Forcément, il ne va pas partir, parce qu'il sait très bien que quand il partira avec une balle dans la tête. Ça se finit toujours comme ça au Moyen-Orient. Donc, il n'a aucune raison de partir. Si on lui dit « vous partez, on vous tue », je reste sur place. Et donc, forcément, ça radicalise la guerre, ça empêche toute sortie de guerre. Et on a même vu les pays d'Europe financer des mouvements djihadistes, de manière directe ou indirecte. Oui, tout à fait. Donc, on a financé le djihadisme au nom de la lutte contre Assad, tout ensuite en mettant en place des opérations en Afrique pour lutter contre le djihadisme. Donc ça aboutit à d'ailleurs d'autres djihadistes qu'on retrouve aujourd'hui sur la scène ukrainienne. C'est ça, exactement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et qu'on a aidé il y a pas plus tard qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc ça nous met dans une situation inextricable parce qu'on refuse d'étudier un champ de bataille pour ce qu'il est. Et pour ces contradictions internes. Et la diplomatie, c'est parler avec des gens avec qui on ne partage pas les valeurs. Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir des diplomates. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. C'est ça, mais c'est même l'essence même de la diplomatie. C'est-à-dire qu'un diplomate est là pour parler avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Sinon, la diplomatie n'a pas d'utilité. Et en fait, on refuse cela, et on refuse même d'ailleurs le sens de la diplomatie. Et pour poursuivre, parce que vous l'avez dit au début de cet entretien, la guerre est multiple. Et une autre guerre que l'Occident se refuse à voir, c'est cette guerre monétaire qui est menée notamment en Asie, avec cette campagne menée par la Chine de dédollarisation. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est quand même une rupture majeure dans le commerce mondial aujourd'hui. C'est une rupture majeure. Alors malheureusement, dès qu'on aborde des sujets économiques, beaucoup de gens décrochent parce qu'ils disent c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Et puis, restez bien à l'antenne, Jean-Baptiste est très vulgarisateur. Accrochez-vous. Je vois pas l'intérêt. L'intérêt, il est simple, c'est que quand vous avez une monnaie, vous imposez également un ordre politique. Et on l'a vu notamment avec les sujets juridiques.
quand vous faites usage du dollar, vous êtes soumis au droit américain. Et oui. Et on a eu des exemples multiples avec Alstom ou la BNP évidemment. qui ont lourdement été condamnés. Donc ils auraient dû se méfier des questions monétaires. Le dollar a longtemps été hégémonique, jusqu'il y a encore 5 ou 6 ans. Il demeure la monnaie de référence, il demeure la monnaie essentielle. Mais on voit que les Chinois veulent désormais imposer leur propre monnaie. Ils le font notamment dans leur zone. Ce n'est pas encore le cas à l'échelle mondiale, mais c'est le cas dans la zone asiatique. Et avec leur monnaie, on voit aussi qu'ils sont en train d'imposer leurs droits. Ils sont en train de créer un système juridique chinois qu'ils imposent de plus en plus au monde asiatique, sur la zone qu'ils sont en train de dominer. On le voit d'ailleurs avec la question du pétrole qui est de moins en moins acheté en dollars et de plus en plus acheté en renminbi, qui est la monnaie chinoise, ou en rouble, alors pour les échanges à travers l'Asie, entre la Russie et la Chine. Et ça, c'est une perte manifeste de puissance de la puissance américaine. Et les Américains en ont pris conscience, et c'est notamment Donald Trump qui en a pris conscience. Obama vivait encore un petit peu dans l'illusion de la fin de l'histoire, et Trump est le premier à avoir relancé cette guerre avec la Chine, notamment sur la question monétaire. Alors, si on continue sur la question monétaire et puis plus largement sur cette guerre économique qu'on ne voit pas suffisamment, vous le dites, en plus, nous, Français, on est particulièrement, on va dire, naïfs sur cette question. Vous avez cité l'affaire Alstom qui montre qu'il y a bien une guerre économique, en tout cas des rivalités économiques avec notre grand allié américain, mais au sein de l'Europe avec l'Allemagne. Oui, alors l'Allemagne n'est pas notre allié, c'est pas non plus notre ami, et je me réjouis que enfin le mythe du couple franco-allemand ait volé en éclats, parce que ça fait au moins 30 ans, si ce n'est plus, que l'Allemagne savonne l'industrie française et fait tout pour la détruire. Ils ont eu un rôle extrêmement déstabilisant dans la question nucléaire. Oui. Alors, les politiques français ont aussi largement contribué. On ne remerciera jamais assez Lionel Jospin d'avoir fermé Superphénix pour avoir 3% des voix des Verts au présidentiel de 2002. Non seulement il n'a pas été au second tour, mais en plus, aujourd'hui, on en paye les conséquences dramatiques, puisque la fin de Superphénix, c'était la fin d'une technologie nucléaire de grande qualité qui nous serait très utile aujourd'hui. Donc, l'Allemagne est responsable, mais les hommes politiques français ont aussi décuplé cette responsabilité, notamment en faisant noter le gaz comme une énergie propre et en classant le nucléaire au niveau européen comme une énergie sale, ce qui ne veut rien dire. Et en suivant le modèle des éoliennes qui est pourtant inefficace. Donc l'Allemagne impose ses éoliennes, qui est de l'industrie allemande, germano-chinoise. Et d'ailleurs, on le voit, Olaf Scholz a été faire allégeance à l'empereur Xi Jinping, sitôt élu. Et il a même adopté et donné son accord au rachat du port de Hambourg par les Chinois, qui est un des principaux ports européens. Et puis, les Allemands se sont pieds et poings liés sur la question énergétique avec le gaz russe, dont ils en payent aujourd'hui les conséquences. Et nous, Français, nous avons sabordé l'industrie nucléaire française pour mettre des éoliennes qui produisent très peu d'énergie, mais qui sont surtout, et c'est encore plus dangereux, le produit de l'Allemagne et de la Chine. Et il y a d'autres domaines. Sur la question également militaire, on voit que les Allemands préfèrent acheter du matériel américain qu'européen et français. On a vu les derniers exemples, en effet. Jean-Baptiste Noé, vous restez avec nous et on continue de décrire le déclin d'un monde, de ce monde géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023. C'est un livre aux éditions L'Artilleur, mais tout de suite les informations avec Corentin Périni. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, à l'Institut Albert Legrand et rédacteur en chef de la revue Conflit. Nous sommes également avec Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, en plus de faire partie de la belle équipe de Ligne Droite. Et donc, vous nous présentez, Jean-Baptiste Noé, ce livre, Le déclin d'un monde géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023, aux éditions L'Artilleur et donc en partenariat avec Conflit. Alors, je voudrais revenir, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets, et en effet, ce livre est très vaste, vous abordez beaucoup de thématiques. Je voudrais revenir sur, finalement, le monde à venir, c'est-à-dire quelle perspective s'ouvre aujourd'hui à nous, avec ce que vous avez décrit, c'est-à-dire peut-être la fin de l'universalisme, finalement, elle était déjà annoncée, mais le fait qu'elle devienne aujourd'hui visible, donc ce côté multipolaire qui devient plus visible que jamais, et puis les dangers également qui s'ouvrent à nous,
avec notamment dans la question migratoire, cette question notamment vaudou qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Oui, alors la prospective, c'est toujours délicat et c'est un peu l'art d'être contredit par ce qui va se passer, mais malgré tout, si on... Oui, les tendances existantes, voilà, il y a quand même des tendances, il y a des hypothèses, c'est comme la météo, et donc on peut émettre des hypothèses, et l'hypothèse que l'on voit, enfin qui n'est pas une hypothèse, qui est quelque chose qui est en cours et qui s'intensifie, c'est la fragmentation. La fragmentation, et notamment la fragmentation criminelle et ethnique. Alors ça, c'est manifeste d'abord sur le continent africain, de manière très importante. Ça se voit aussi sur le continent sud-américain, avec de plus en plus des affrontements ou des votes qui sont ethniques. Et évidemment, par le fait de l'immigration en Europe, eh bien, on est directement concerné par ça. Alors vous évoquiez le vaudou, ça c'est un phénomène que j'ai commencé à étudier en 2018. À l'époque, c'était très marginal et vraiment très limité. Et j'ai constaté une augmentation, notamment en lisant la presse régionale, qui apporte beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il ? On voit en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique de l'Est, la résurgence de l'animisme et du vaudou africain. Alors, sous différentes formes, selon les pays. En tout cas, il y a une résurgence qui fait que à la fois l'islam et le christianisme sont en train d'être bu par le buvard animiste, et le vernis est en train de sauter. Et ça, on le voit en Afrique. Boko Haram, par exemple, l'a largement pratiqué. Les systèmes criminels nigérians le pratiquent aussi. Alors, le Nigeria est un pays dont, malheureusement, on parle peu, alors que ça sera, d'ici 10 ans, la 5e puissance mondiale en termes de démographie. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et le Nigeria a développé des systèmes criminels particulièrement efficaces et redoutables, qui font du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue et du trafic d'armes. Et pour entrer dans ces systèmes criminels, il faut passer par un rite vaudou de grande violence. Et avec les systèmes de réseau, ils arrivent aujourd'hui en Europe. On parlait tout à l'heure du bateau qui a débarqué à Toulon. C'est un beau coup commercial pour les passeurs parce que ça rapporte beaucoup d'argent, ce trafic de migrants. Et en plus, c'est sûr, puisqu'on peut faire passer ça pour de l'humanitaire. Donc, ils sont gagnants sur tous les tableaux. Et ensuite, ce sont des systèmes de prostitution, ce sont des systèmes de vente de drogue. Il y a eu l'année dernière en France plusieurs procès qui se sont tenus autour de réseaux de prostitution qui ont été démantelés. Je pense notamment un à Lyon et un à Paris, avec à chaque fois le même système. Ces réseaux sont tenus par des femmes. Donc ce sont des femmes qui asservissent d'autres femmes. Donc ça, là, on est vraiment dans la déconstruction de genre, si je puis dire, puisque c'est pas comme ça qu'on pense généralement le système de prostitution. Donc ce sont des femmes qui asservissent d'autres femmes et qui le font dans un cadre vaudou, puisque les prostituées sont envoûtées et on leur explique que si jamais elles s'échappent ou que si jamais elles parlent, eh bien, on ira piquer leur statut et elles auront, leur fétiche, et elles auront des problèmes. Donc elles sont comme ça complètement tenues par ces systèmes. Et on le voit aussi à travers un certain nombre de crimes qui sont commis avec à chaque fois le même mode opératoire, c'est-à-dire des personnes qui sont tuées, dont le sang est bu et dont les organes sont démembrés et le corps est dépecé. Mais alors vous dites, attention, par exemple l'affaire Lola, ce n'est pas du vaudou. Alors, je ne sais pas. Il y avait quand même une question de revente d'organes et puis des chiffres. Il y a un doute, je pense que ça vaut le coup. Enfin, il faudra voir ce que dira l'enquête. En tout cas, il y a des éléments qui pourraient le donner à penser que. Mais tant que l'enquête n'a pas abouti, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais il y a des éléments convergents. Mais il faudra voir dans quelques semaines, dans quelques mois, la fin de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Quels sont ces éléments Alors, un cas... Dans les faits divers que tous les jours nous voyons, c'est ça qui est intéressant en fait, dans ce que vous nous dites, c'est que vous avez lu une tendance qu'on n'a pas l'habitude de décrire et qui est réelle dans les faits divers qu'on voit tous les jours. Alors, il y en a un cas que je cite dans l'ouvrage qui s'est passé à Tours il y a un an et demi. Donc, c'est France Bleu qui raconte la chose, mais le journaliste décrit très bien la chose, mais sans comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez deux Ivoiriens qui sont colocataires dans un appartement à Tours, et un des colocataires tue l'autre colocataire, donc il le tue et il le démembre et il a bu le sang. Et donc il est arrêté pour ça, à la fois pour meurtre et puis meurtre aggravé, puisqu'il y a eu démembrement du corps. Et dans la manière dont le corps a été démembré, c'est typiquement un rite vaudou, puisque le foie a été retiré et a été mangé.
et le sang a été bu puisqu'on boit le sang. Le sang est la source de l'âme, donc on la boit pour récupérer la force de la personne que l'on tue. Et d'ailleurs, l'auteur des crimes a reconnu que ça s'inscrivait dans ce système de rite vaudou. Celui qui l'a fait avait la cinquantaine et il a tué quelqu'un qui avait, je crois, une trentaine d'années. Donc on est dans quelque chose d'assez transgénérationnel. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus. J'en ai en Italie, j'en ai en France, j'en ai également au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui est en expansion. Des éléments qui étaient très limités il y a encore 5 ou 6 ans, aujourd'hui ne sont plus limités. La dernière affaire, c'est l'affaire Pogba. Où là, on est dans un système vaudou, animiste, avec envoûtement, on a fait appel à un marabout. Alors, c'est un petit peu amusé, ça n'a rien de drôle. On est dans quelque chose de terrible et qui touche, on le voit, les élites africaines financièrement très bien intégrées. Donc, ça touche toute cette population. Qui est souvent lié, vous l'expliquez dans votre livre, à la grande criminalité, finalement. Oui, alors les mafias, les systèmes criminels nigérians ne sont pas du tout des enfants de cœur et ce ne sont pas des Uber de la criminalité. Ce sont des gens qui s'inscrivent à une échelle mondiale avec des réseaux aux États-Unis, en Europe et en Afrique et qui ont conclu une alliance avec les mafias italiennes. Et là, elles brassent plusieurs millions de dollars par an, notamment avec la vente de la drogue. Alors, l'Afrique a longtemps été l'angle mort de la drogue, puisque la drogue arrivait directement par l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus seulement une zone où la drogue transite, c'est aussi une zone où la drogue est produite et où elle est consommée. Donc l'Afrique a rejoint la mondialisation criminelle. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle, mais en tout cas, c'est de plus en plus le grand continent de la criminalité de la drogue. Vous dites d'ailleurs que l'Afrique, c'est le principal tombeau de l'universalisme. Oui, parce que toutes les idées universelles ont échoué, notamment l'idée de la démocratie. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant et on ne se rend pas compte du degré de violence que c'est en train de générer. Et ça, on va en payer les conséquences d'ici 4-5 ans. Pour revenir sur le vaudou, puisque du coup ça se fait, donc ce retour du vaudou en opposition avec les monothéismes, ou alors est-ce que il peut aussi, le rite vaudou peut aussi très bien s'accommoder notamment de l'islam ou du christianisme qui est présent en Afrique? Alors il s'en accommode très bien. En Haïti, pour être vaudou, il faut être chrétien. C'est une obligation. Donc il y a un baptême vaudou, mais qui doit se faire après un baptême chrétien. Alors le vaudou haïtien est un peu différent du vaudou africain, mais dans le système africain, vous avez par exemple des confréries musulmanes qui ont adopté, qui ont repris des rites animistes, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont été combattus par l'État islamique. L'État islamique les considérant comme des mauvais musulmans et comme des hérétiques. D'où la destruction des tombeaux à Tombouctou, par exemple. Donc pour eux, ce n'est pas un islam pur. En fait, on est dans un mélange, un syncrétisme, et on le voit aussi dans la partie catholique, où vous avez des fidèles qui pratiquent les deux rites, les deux cultes. Donc ça va. L'exemple de Centrafrique et des anti-Balaka. Exactement. Notamment. Voilà, les anti-Balaka qui étaient toujours présentés comme une milice chrétienne, presse, alors qu'en fait, pour être anti-Balaka, il faut avoir un rite vaudou. Et à partir de là, les balles de Kalachnikov ne nous font plus mal. C'est pour ça que ça s'appelle des anti-Balaka, puisque c'était anti-balle, AK, c'est la Kalachnikov. Voilà, donc grâce à ce rite-là, la balle glisse sur le corps, mais ne blesse pas. Je déconseille quand même de pratiquer. C'est ça, pas vérifié. Oui, c'est pas encore vérifié. Oui. Alors, ce qui est dans ce tableau que vous dressez justement de ces tendances que l'on peut sentir et qui n'ont pas forcément été comprises partout, c'est vraiment ça qui est intéressant avec votre livre, notamment on parle du vaudou, mais il y en a d'autres, ces tendances qui n'ont pas été comprises par tous. Vous parlez de ce paradoxe d'un monde de plus en plus uni par la mondialisation, mais finalement de plus en plus diversifié, de plus en plus émietté, chacun revendiquant, justement on le voit avec le vaudou, mais d'autres, chacun revendiquant sa culture, son droit à, etc. Oui, c'est-à-dire qu'on a longtemps cru que la mondialisation, ça allait uniformiser le monde. Et en réalité, face à la mondialisation, ça a eu l'effet de détruire les cultures faibles, qui ont disparu, et de renforcer les cultures fortes. C'est-à-dire que dans un monde qui est de plus en plus unifié, les gens se sont posé la question de l'être. C'est-à-dire qu'on a l'avoir, et on n'a jamais eu autant d'avoir, et c'est une bonne chose, il ne faut quand même pas le négliger ça, le fait de manger à sa faim, d'avoir vaincu un grand nombre de maladies. Et une fois qu'on a eu l'avoir, les populations se posent la question de l'être, c'est-à-dire qui je suis. Et qui je suis par rapport aux autres, par rapport à des Chinois, par rapport à des Indiens, par rapport à des Brésiliens. Et la question de l'être, cette question qui je suis, c'est le grand retour des cultures particulières. Alors on le voit en Afghanistan, on ne comprend pas les talibans parce que les talibans sont des gens qui veulent affirmer leur culture. Ils disent, nous on veut avoir des baskets Nike et boire du Coca-Cola, mais en étant talibans. Donc on veut la modernité technique,
mais on ne veut pas l'universalisme américain. Et on a longtemps cru que modernisation allait conduire à occidentalisation. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Le coca allait avec les valeurs démocratiques. Exactement. Et c'est pas le cas. Les gens veulent la modernité technologique, mais avec leur culture et sans la culture occidentale. Et ça, c'est l'effet de la mondialisation, qui était un effet imprévu dans les années 1990, qui est ce réveil des cultures. On espère qu'on aura aussi un réveil de la culture européenne. Oui, parce que cette modernité, on ne peut pas nier quand même que cette mondialisation, elle a tendance à effacer notamment les cultures en Europe, qui finalement sont de plus en plus uniformisées par cette guerre culturelle qui est menée par les Américains. Eh bien, elle uniformise les cultures qui veulent se laisser uniformiser. C'est-à-dire que des personnes qui soit refusent le combat culturel, soit le nient, soit se satisfont très bien d'ailleurs de cette situation. Donc il y a différents cas de figure, mais on a d'autres populations qui, elles, refusent cet universalisme et qui ne veulent pas se mêler à ce grand tout. Donc ça, il appartient aux Français d'une part et aux Européens d'autre part, mais ça c'est un combat personnel et individuel, c'est à chacun. C'est pas la peine d'attendre un sauveur pour ça, mais c'est à chacun de dire je suis d'un pays, j'ai une culture, et donc d'abord je dois faire l'effort de connaître ma culture et mon histoire, et à partir de là, je pourrai l'affirmer. Alors, est-ce que vous pensez finalement aujourd'hui, avec tout ce que vous avez décrit, la chute du mythe du couple franco-allemand, la chute de l'universalisme, la France, particulièrement puisque nous sommes en France, va-t-elle se réveiller ? La question, c'est surtout, est-ce que les Français vont se réveiller ? Il y en a déjà qui sont très actifs, et en plus, ils se lèvent tôt pour vous écouter. Donc, ces gens-là sont bien réveillés. Mais la France n'existe que par la population qui l'habite, et par la volonté des Français d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. C'est un combat personnel, et c'est à chacun de le faire là où il est, et de le mener en fonction de ses possibilités. Donc c'est aussi une invitation à ce que chacun se réveille, et certains sont déjà très actifs, et à poursuivre. Mais c'est un combat personnel. C'est pas la peine d'attendre un sauveur qui tombera du ciel et qui viendra nous apporter la paix et la prospérité. Ça n'existe pas. Et puis, une dernière question simplement, puisqu'on voit vraiment cette école de géopolitique réaliste qui revient en essor, notamment donc avec la revue Conflit et puis l'école de guerre économique dans un domaine plus universitaire. Mais est-ce que vous voyez dans les élites quelque chose comme un réveil, ou est-ce qu'elles ont au contraire tendance à se radicaliser dans l'idéalisme ? Est-ce que vous avez l'impression que vos idées arrivent à infuser dans la population élitiste ? Alors, dans les élites entrepreneuriales, oui. Dans les élites intellectuelles, en partie. Dans les élites politiques, non. Le Quai d'Orsay, encore moins. C'est une catastrophe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la diplomatie française, c'est 20 ans d'échec. Donc ça dépend des personnes auxquelles on s'adresse, mais il y a encore, et je m'en réjouis, des gens qui sont quand même capables de penser et capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et pour mieux comprendre, je vous invite donc, chers auditeurs, à vous procurer ce livre et à le lire, Le déclin d'un monde géopolitique, des affrontements et des rivalités en 2023 aux éditions L'Artilleur. Un livre signé Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.